On se propose d'étudier le comportement d'un matériau représenté par un ressort en série avec un élément de Kelvin-Voigt. Kelvin-Voigt, tout le monde sait ce que c'est? Merci. Kelvin-Voigt, c'est un ressort en parallèle avec un piston. OK? Alors, Kelvin-Voigt est là, mais Kelvin-Voigt est en série avec un ressort. C'est bon? OK. Donc, histoire qu'on soit un peu tous calés sur les notations. J'ai appelé E1 le module donc, du premier ressort et E2 le module du deuxième ressort. Et état, du coup, la visco, la visco du piston. Ouais, Momo. Excusez-moi, madame. Je voulais savoir. Juste par rapport au système que vous venez de dessiner. Ouais. Là, on a un Vogt et on a rajouté un ressort à côté. Est-ce que du coup, le ressort plus le système de Vogt, ça se comporte, ça utilise les mêmes lois que Maxwell vu que c'est en série? Alors, on va prendre les trucs au fur et à mesure. Mais effectivement, la première chose que je vais vous dire, c'est on a un ressort en série avec un élément de Kelvin-Voigt. Donc, comment je peux... Alors, comment je peux écrire ce qui se passe sur mes déformations? Et tu as donné la réponse à un moment tout à l'heure, à l'instant là. Le fait qu'on soit en série, on est d'accord que ma déformation totale, c'est la déformation de mon ressort plus la déformation liée à Kelvin-Voigt, puisque je suis en série. Ouais. Mais par contre, les déformations dans le système de Kelvin-Voigt, elles sont identiques. Ouais. Et on va y aller sur le Kelvin-Voigt. D'accord? Ok. Mais déjà, est-ce que cette première équation-là va à tout le monde? Je suis en série, donc la déformation totale, c'est la somme des deux déformations. Ça, c'est bon pour tout le monde. OK. Oh, Olivier, pardon, je viens de te couper le truc. Ouais. Pas de souci. Non. Epsilon KV, c'est quoi déjà? Kelvin-Voigt. C'est bon pour moi. Ça marche. Bon. Il englobe le système en série. Quoi donc? Epsilon KV. Non. Là, c'est epsilon R. Et là, c'est epsilon Kelvin-Voigt. OK?
ok, pardon. Je ne s'est pas compris. Ça marche. Donc maintenant, la question d'après, alors, et c'est là qu'il va falloir aller un petit peu mollo, c'est que il va falloir se poser la question de epsilon Kelvin volt, comment je l'écris? C'est égal à quoi? Et donc, on va faire exactement la même chose avec Kelvin volt que ce qu'on a fait avec Maxwell sur l'exercice 7. Ouais, moment. Est-ce qu'on aura l'epsilon du ressort qui va être égal à l'epsilon de l'amortisseur à ce moment-là? Parce que la déformation, Oui. les déformations, elles Alors, sont égales. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, maintenant, on traite du cas de je prends la partie Kelvin volt. Et je fais exactement ce que j'ai fait sur Kelvin volt, comme ce qu'on a fait sur Maxwell tout à l'heure. Donc, on va pouvoir écrire que la loi de Hooke, toujours pareil, sigma du ressort, alors, ok, sigma du ressort égale epsilon du ressort fois E2. On peut écrire aussi la loi de Newton, sigma P égale eta d de epsilon P sur dt. C'est pas E1. Je suis sur la partie Kelvin volt uniquement. Je suis sur cette partie-là. D'accord? Mais effectivement, si tu veux écrire tout de suite le truc, donc, loi de Hooke, loi de Newton sur la partie de Kelvin volt. Le fait qu'on soit cette fois-ci en parallèle, c'est plus les déformations qui s'ajoutent. Ouais. Je m'adapte. C'est bon, comme ça? Je pense que j'ai rien oublié. On est bon. Le fait qu'on soit en parallèle fait que c'est nos contraintes qui s'ajoutent et que les déformations sont les mêmes. OK. Et de toute manière, ça, vous avez dû le voir en cours. Kelvin volt ne peut se faire que en fluage. En relaxation, ça ne marche pas. Il n'y a pas de déformation avec un piston. Et on suit donc la déformation en fonction du temps
Ben si, tu as une déformation avec un piston. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de déformation avec un piston? En fait, ce que je veux dire, c'est que comme nos epsilon, ils sont tous égaux, on prend qu'un seul, enfin, on prend l'epsilon de R et on aura notre Ah oui, élongation. oui, d'accord, d'accord, ok. Je me suis peut-être pas l'exprimer. Non, parce que du coup, je me disais, mais quand tu me dis ça, ça veut dire que la déformation est nulle et du coup, je ne comprenais pas. Mais bon, ok, ça marche. Donc, on est en fluage, donc sigma égale constante et donc on suit epsilon en fonction de t. Et donc, ce qu'on va pouvoir écrire cette fois-ci, c'est que du coup, la contrainte, c'est la somme des deux contraintes. Donc, E2. Ah, attention, Florent, j'ai oublié un 2 sur l'epsilon R. E2, epsilon R2, plus état D de epsilon P sur dt. Donc, on se simplifie l'affaire puisque epsilon, c'est l'un et l'autre. Enfin, ce sont les mêmes. Donc, vous allez vous retrouver avec cet équadif à résoudre. Et donc, ça, c'est une équadif du premier ordre avec un second membre. Je peux changer de page ou pas? Ok. Alain, vous êtes toujours là ou vous avez lâché? Ah merde. Ok, ça marche. Il y en a quelques-uns que je ne vois pas trop en action hein, sur le chat. Donc, je dis rien, mais Loïc, Nicolas, tout ça. Ouais, je sais bien que vous êtes là. Après, vous êtes grand, hein, je ne suis pas là pour filer. Radou, c'est pareil, jamais je l'entends. M'inquiète ça. C'est quoi, s'il vous plaît? Alors, c'est quoi? Pardon, Tara, j'étais en train de... Vous me disiez quoi? La différence entre les deux lignes? De epsilon 0. Je n'ai pas compris la question. Sigma 0. Simplification. Alors, attends, on parle des sigma, je pense. Il y a différence entre les deux lignes. Ah oui, c'est juste que j'ai simplifié et que mon epsilon est le même. Donc, au lieu de me traîner les epsilon R2 et les epsilon P, eh ben, je mets epsilon tout court. Merci, Habib. Je n'y étais pas du tout là. Ok, donc sigma 0 égale epsilon E2 plus état D de epsilon sur dt. Et donc, il faut qu'on résolve ça. Donc, ben, toujours pareil. Je mets ça comme ça parce que généralement, on aime bien que devant la dérivée, il n'y ait rien du tout. Donc, j'ai juste divisé tout par état. Et ça, donc, c'est une équation du premier ordre avec second membre.
quand vous résolvez ce truc-là ou quand vous apprenez par cœur comment résoudre ce cas-là, vous cherchez déjà une solution particulière et après vous résolvez votre équadif sans second membre et après vous combinez les deux. Ou il y a l'autre option qui est de dire j'apprends par cœur Kelvin Voigt en flash, c'est bim. Ouais. Excusez-moi, on est obligé de tout diviser par θ? Non, on n'est pas obligé, mais généralement, on aime bien que devant la dérivée, il n'y ait rien du tout. Il n'y ait pas de coefficient qui traîne. Parce qu'après, c'est le coefficient, enfin, un coefficient devant la dérivée qui va se retrouver en puissance devant l'exponentielle, non? Je sais pas. Ok, merci. Ouais, à chaque fois, je divise pour pas être emmerdée, justement. Je ne sais pas répondre à ta question. Désolée. Pas de souci, merci. Et donc, du coup, si on cumule ces deux infos, l'info, je rappelle que la déformation totale, c'est la somme de Kelvin Voigt et du ressort qui est ici. On va se retrouver avec une équation globale qui est celle-là. Et le but du jeu derrière ça, c'est de déterminer E1, E2 et état. Et ça tombe bien parce qu'on a 3 inconnus et on a 3 infos. Et on verra ça demain matin, du coup. Ouais? Des questions là-dessus? Ça, faut que j'enregistre, du coup. Document.